C'est un spécialiste de la sécurité, on le voit souvent à la télévision. C'est également un franc-maçon. Il s'agit Alain Boer. Bonjour. Bonjour. Monsieur, j'ai envie de vous demander, Alain Boer, est-ce que la franc-maçonnerie sert la République ou bien est-ce qu'elle souhaite la renforcer, la modifier ? D'abord, sa situation aujourd'hui, c'est qu'elle est plutôt au service de la République dans un sujet qui reste extraordinairement de production de pensée, comme Éric Zemmour l'a dit, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous avons eu notre lot de corrompus, de salauds, de voleurs, d'usurpateurs. Comme d'habitude, ils ont pris en otage tous les autres. C'est comme le débat sur y a-t-il des violences policières ou y a-t-il des policiers violents ? Alors, il y a des policiers violents. Est-ce qu'il y a des violences policières systémiques ? Non. Est-ce qu'il y a des policiers violents et racistes ? Oui. Quel est le sujet ? Le sujet, c'est de les mettre dehors et de ne pas les protéger par un esprit de corps qui fait que, du coup, une petite tâche se transforme par la dilution naturelle en un drame total. Peut-être celui avec Nicolas Sarkozy, c'est un recrutement un peu particulier, puisque c'était pour me nommer président d'une autorité indépendante en charge de contrôler la statistique policière, où ça s'est fait 3 minutes avant l'installation de la commission, il n'avait toujours pas de président, et où le débat a été assez rapide, puisque ça a été, est-ce que tu veux, puisque le président de la République tutoie beaucoup, veut devenir président de cette structure ? Je lui ai dit oui, mais il y a 2 éléments importants. Il m'a dit lesquels. Je lui ai dit, voilà, c'est pas de mensonge, pas de coup bas. Pas de mensonge, je ne dirai jamais quelque chose pour te faire plaisir. Pas de coup bas, parce que tu auras toujours le temps de te préparer à une éventuelle mauvaise nouvelle. Il y a eu un moment de silence, ça l'a beaucoup amusé et ça s'est fait. La démonstration, c'est comme l'existence du pudding. On sait que ça existe parce qu'on le mange, c'est d'ailleurs pas bon. En la matière, ça s'est fait et ça a duré pour l'instant un petit septennat. Donc je pense qu'il y a toute une série de recrutements qui se font aussi par ce moment de confiance, de juger, où on se dit que de toute façon, le fait d'y passer 3 semaines de plus n'y changerait rien. Pas de coup bas, parce que tu auras toujours le temps de te préparer à une éventuelle mauvaise nouvelle. Ils veulent se racheter. Eh bien, moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est le discours qu'ils vous tiennent, mais c'est un discours pour les roumis, pour les infidèles. C'est un discours qu'eux-mêmes ne croient pas. En vérité, ce que je crois, c'est que tout est djihad. Le vol, le viol, le trafic de drogue, le terrorisme. Tout est djihad. Il y a le djihad du bas de gamme et il y a le djihad du haut de gamme. Mais, si vous voulez, il faut faire mal aux infidèles. C'est écrit dans le Coran noir sur blanc. Il faut égorger les juifs et les chrétiens. C'est écrit noir sur blanc. Et ces gens-là se veulent, depuis le départ, des bons musulmans, même s'ils savent qu'ils sont des mauvais musulmans, vous comprenez bien. Ils sont pas complètement idiots. Ils savent qu'ils vont fumer, qu'ils vont boire de l'alcool, qu'ils vont fumer de la drogue, tout ça c'est pas bien, que c'est interdit. Mais ils se veulent quand même des bons musulmans. Et en faisant cela, ils pensent être des bons musulmans. Parce que par ailleurs, ils entretiennent la famille, ils entretiennent les amis, cet argent il circule, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Faire mal de toutes les manières possibles aux infidèles, c'est une tradition islamique. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on appelait ça les barbaresques. Vous avez lu comme moi Ibn Khaldoun, le grand sociologue arabe, d'ailleurs je ne sais jamais s'il est kabyle ou arabe, pour être honnête avec vous. Mais peu importe, il décrit déjà les mêmes, alors qu'on est, je crois, au XVe siècle. C'est les mêmes qu'aujourd'hui. Donc si vous voulez, il y a une tradition culturelle et par l'intermédiaire de la religion. Et quand vous dites, ce n'est pas un principe géographique, ce n'est pas sa géographie qui a déterminé l'individu, et c'est l'individu qui a déterminé son comportement, eh bien moi je crois que vous vous trompez. Et je pense qu'au contraire, c'est la géographie, parce que la géographie a entraîné une sociologie, avec l'immigration qui est venue depuis 40 ans, favorisée par vos amis de gauche, mais pas seulement, je vous l'accorde volontiers, que la droite en a fait beaucoup pour cela aussi, qui a créé ce terreau islamique. Vous savez, la phrase que j'aime beaucoup, puisque vous m'avez dit avant l'émission que vous me faisiez l'honneur de me regarder, la phrase d'Engels, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. J'adore cette phrase parce que je pense exactement que ça définit notre situation. Au départ, évidemment, des gens pas plus méchants que d'autres, pas plus gentils, des êtres humains, quoi, tout bête. Mais le nombre remet la détermination, le déterminisme culturel à l'honneur, et ça donne ce que ça donne. Je vais vous dire, je crois que le problème de fond, c'est la victoire de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, la victoire de la franc-maçonnerie a détruit le substrat
catholique de la France, et la France, du coup, se trouve fort démunie quand il faut combattre et se défendre contre un nouvel universalisme religieux, une espèce de religion totalitaire qu'est l'islam, parce qu'elle n'a plus d'anticorps. Et deuxièmement, la laïcité, la franc-maçonnerie s'est détruite elle-même, si je vous entends bien, par sa victoire. Comme d'habitude, quand on n'a plus d'adversaire, vous savez, c'est l'histoire, vous vous souvenez, le mot des Américains, le Russe aux Américains qui dit quand l'URSS tombe, on va faire le pire cadeau, on va vous priver d'adversaires. Je pense que l'autodestruction de l'Église a été le pire cadeau fait à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire comme elle n'a plus d'adversaires, elle se bat contre elle-même et elle tourne en rond. Dernier mot, Alain Bauer. Je pense qu'il a tout à fait raison, sauf que c'est l'inverse. C'est la défaite de la franc-maçonnerie qui a amené la défaite de la République, et c'est sa reconstruction qui peut amener la reconstruction d'une République réelle dans le seul pays où un État a créé une nation, alors que tous les autres, les nations ont créé leur État. C'est pour ça qu'il faut une République forte, une République puissante, une République dynamique, une République laïque. Mais mon cher, et une République c'est la monarchie qui a créé. C'est la monarchie et l'Église qui ont créé cette nation dont vous parlez, et dont a hérité la République. Parce que justement, comme disait Peggy, la République, le royaume de France. Mais c'est la monarchie et l'Église qui ont créé cette nation. Des gens, il faut expulser tous ceux qui sont là de manière illégale. Il faut restreindre considérablement l'immigration légale, la réserver à quelques talents qu'on n'a pas en France, ou des étudiants, en s'assurant que ce soit bien de vrais étudiants. Ça peut faire rayonner la francophonie, rayonner la France, ça je le conçois parfaitement. Mais on ne peut pas du tout se permettre plus. Mais ça fait longtemps qu'on ne peut plus se permettre plus. Et pourtant, on continue. Puis il y a même des gens qui sont là en France ou en famille, ils n'aiment pas la France. Ils ne veulent pas s'intégrer. Ils n'apprennent pas à leurs enfants l'amour et le respect de la France. Moi, je pense que ces gens-là, il faut les inciter à repartir dans leur pays ou leur continent d'origine. Pour la conférence européenne des rabbins, de dire qu'il faut apporter une réponse juive à cette fusillade. Écoutez, Qu'est-ce que ça veut dire une réponse juive? On ne va pas faire dans l'autodéfense. Je ne comprends. Écoutez, les Juifs ont malheureusement une triste expérience de ce qui vient d'arriver. Et il ne me paraît pas incompatible d'apporter à la fois une réponse juive et une réponse nationale. Vous misez avec vraiment un esprit qui me va droit au cœur sur le sens de la responsabilité des gens. Attendez, c'est leur vie, c'est leur santé, les gens. Les gens qui sont fragiles, croyez-moi, malheureusement, c'est pas comme ça. Seulement, malheureusement, c'est pas comme ça la vie. Et vous pouvez considérer qu'il y a des pays où ça marche comme ça. Vous pouvez considérer qu'il y a 10 ou 15% d'irresponsables. Même en Italie, il veut confiner tous les Les Italiens sont bien plus responsables que les Français. Gilles William, les gens qui sont fragiles, croyez-moi, ils font plus attention que les autres. Pas toujours. Pas toujours. Mais non, mais alors qu'est-ce que vous voulez faire pour eux s'ils ne font pas attention à eux? S'ils ne font pas attention eux-mêmes à eux, qu'est-ce que vous voulez faire pour eux? Vous ne pouvez pas déresponsabiliser les gens à ce point-là. Les gens savent très bien où est leur danger, leur intérêt. Vous parlez bien. Je viens d'un pays... Gilles William Goldnadel qui adore les médias et qui est d'ailleurs dans une émission d'audition qui s'appelle, je crois, Salut les Terriens, qui a fait une émission de radio Les Grandes Gueules, qui participe au site Atlantico, Valeurs Actuelles, qu'on voit beaucoup dès que Israël est attaqué. Voilà, le Figaro, exactement. Et en fait, rien n'attendait petit Gilles William Goldnadel à devenir ni avocat et à devenir amoureux d'Israël, puisqu'il est né en 54 à Rouen. Il est né à Rouen dans une famille de gauche, une famille polonaise, juive bien sûr. Ses parents faisaient du schmattes. Voilà, du schmattes comme on dit. Il tenait un magasin de vêtements à Gournay-en-Bray, en cette Seine-Maritime. Il est fils unique et il va voyager pour la première fois en Israël en 71. Gilles William Goldnadel, il va revenir assez déçu. L'Israélien moyen est moyen, dira-t-il. C'est la désillusion. C'est la désillusion. C'est pour ça que c'est assez surprenant que quelques années plus tard, il soit à la tête de l'association France-Israël. Ouais, je crois qu'il le dit lui-même que c'est l'antisémitisme qui l'a rendu juif finalement. Où on criait victoire, où on a relâché et où maintenant ils sont dans un confinement total. C'est pas si simple que ça. Il faut pas non plus schématiser et caricaturer la pensée des autres. Alors je me demande si vous n'êtes pas influencé, pour des raisons pourquoi pas personnelles, par la situation d'Israël. Ça s'appelle l'expérience, c'est pas une situation personnelle. Mais non, mais vous avez un attachement à Israël, peut-être que c'est quelque chose qui vous touche plus, parce que vous êtes un pays que vous connaissez, dans lequel vous allez, et c'est humain ce que je dis là. Non mais j'essaie pas de me justifier, c'est pas une question d'attachement, c'est une question d'expérience. J'ai vécu ça de très près. C'est un pays qui triomphait. Ils avaient, écoutez-moi bien, ils avaient résolu le problème de la première vague, on les montrait en exemple. Et puis, il y a une pression populaire qui fait qu'on a demandé à ce que, justement, on supprime
toute possibilité. Et on a pensé que le danger était derrière soi. Et c'est revenu tellement vite, et la situation a été tellement tragique que maintenant ils sont dans un confinement total. J'entends bien. Donc je dis, le juste milieu, c'est pas mal, Pascal. Mais il n'y a pas de juste milieu. Non, il n'existe pas le juste milieu. On essaye de le trouver. Mais c'est quoi? Est-ce que le nombre de morts en Israël a augmenté la propagation? Oui. Moi, j'ai lu l'inverse. Excusez-moi, vous me dites oui d'une manière. Le nombre de Marseille. Marseille. Oui, mais nous sommes dans une inversion des normes qui n'a pas débuté avec cette affaire-là. Cette affaire-là, sans vouloir diminuer les mérites de notre hôte, elle a commencé sur les réseaux sociaux. Et en ce qui concerne les médias, c'est effectivement ici que ça a été relayé. Le petit miracle qui arrive maintenant, c'est que justement, l'information convenue ne peut plus occulter ce genre de scandale. Mais l'histoire des squats, il n'a pas attendu l'histoire de Théoul. Alors, on fait tout un truc sur les squats, sur les maisons secondaires. Mais je peux vous dire que je ne suis pas le plus mal placé, dans une autre vie d'avocat, pour vous dire que les squats, par exemple à Paris, notamment dans le cadre, et Elisabeth avait raison, de l'idéologie de droit au logement, droit au logement, ça expliquait que finalement, les propriétaires sont les nantis et les locataires sont les malheureux. C'est un partage des rôles immuable et indiscutable. Moi, je peux une seule petite anecdote qui a quelques années, dans une autre vie où je m'occupais de ce genre d'affaires, un faux locataire avait créé un faux bail, un bail de fantaisie, et donc nous sommes allés contester devant le tribunal. Manque de chance, le faussaire était en prison. Et, pardon de le dire, devant un ancien magistrat, la présidente du tribunal d'instance nous expliquait très sérieusement que ce n'était pas possible. Il fallait attendre que le type sorte de prison afin qu'on puisse statuer. Mettez-vous à la place du propriétaire à qui je vais expliquer ça. Il me prenait pour le roi des cons. Comme nous Arrêtez la colonisation, c'est la première des conditions. Par rapport au Hamas c'est par rapport à Israël. Dans l'esprit d'un Palestinien, fût-il de l'autorité palestinienne, il n'arrive pas encore à se résoudre à la pérennité d'un État juif sur une partie de la terre qu'il considère comme la sienne. Et pourquoi tu dis c'est une affirmation qui... Alors je vais te le dire. Alors je vais te le dire. Puisque, par exemple, contrairement à ce que vous avez l'air de penser de cette formidable autorité palestinienne modérée, pas plus formidable que Benyamin Netanyahou sur les faits. Non, Benyamin Netanyahou ne fait... Non, mais je sais que tu le défends. Mais écoute-moi, ce que je souhaite... Pourquoi on continue à coloniser? C'est inacceptable. Ce que je souhaite, si je peux... Non mais attends, j'arrive pas à aligner trois mots. Ce que je souhaite, c'est que le plus modéré des Palestiniens arrive à la cheville du plus extrémiste des Israéliens. Je m'explique. Mais non, ça c'est pas acceptable. Je m'explique. Est-ce que tu connais? Parce qu'en fait, vous faites exactement comme les gens qui vous accusent d'antisémitisme. C'est-à-dire que vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis. Ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes, on s'en fout. Ils n'ont pas de nationalité, et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. Tout ça est un leurre. Et vous voir, vous, un être rationnel, un géopolitologue, s'enflammer pour des chimères, alors moi, ça me laisse sur le cul. Je vais vous répondre sur 2 points. D'une part, est-ce qu'il y a un peuple palestinien? Il a été forgé par l'occupation, s'il n'existait pas auparavant. Mais vous reprenez leur propagande. Et c'est une réalité, en tous les cas. Demandez-leur comment ils se sentent. Ils vont pas dire qu'ils se sentent égyptiens ou jordaniens. Mais même les petits arabes dans les banlieues, ils se sentent palestiniens. Non, ils se sentent en solidarité avec les Palestiniens. Ouais. C'est différent. Mais c'est incroyable la mauvaise foi que vous avez. Ah non, vous savez ce que c'est qu'un pays laïque? Israël est un pays laïque. Vous le savez ça? Israël est un pays laïque. Sachez-le. Israël est un pays laïque. Israël est un pays laïque. Non.
si, monsieur. Non. Ah si, monsieur. Non. Ah si, monsieur. Non. Alors, ouvrez le livre. On voit ce qui se passe. Ouvrez un livre de loi. Ça a été créé par l'ONU. Il y a eu des résolutions. C'est vous qui parlez d'Israël. Ouvrez un livre de loi. Et vous allez voir les statuts. Les statuts de l'État d'Israël. L'État d'Israël est un pays laïque. Et être un pays laïque n'interdit pas de pratique de religion. C'est faux. Il ne fait pas partager le truc d'un pays. Il y a eu des décisions de l'ONU qui ont créé Israël, il y a eu plein de trucs qu'il fallait que la Palestine des son État, et des machins. Et Israël a fait comme ça, n'a pas respecté, il respecte rien, vous respectez pas. J'ai vraiment confirmation que je parle avec un vrai amateur qui ne comprend rien, ni en loi, ni en politique, et ni en statut, rien du tout. Et puis quand il y a des petits bombardements de Gaza, il faut voir dans quel état ils vivent, les Palestiniens, ils envoyaient des petites roquettes de temps en temps qui gênaient les trucs. Ils ont fait le truc de fer. Ils ont tué 1000 Arabes à Gaza, fils, le truc. Bien sûr. Alors. Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous allez faire? La laïcité, c'est le cadre, ce n'est pas le tableau. Et tout le problème, c'est que une certaine, si vous voulez, une certaine conception philosophique de la laïcité par beaucoup de francs-maçons, par beaucoup de radicaux, au sens de parti radical, par beaucoup de socialistes, qui effectivement étaient opposés à Jaurès et à Aristide Briand, ont voulu imposer une laïcité neutre, c'est-à-dire une neutralité du droit, avec sans la morale, pour déchristianiser. La fameuse phrase, vous savez, du sénateur socialiste Villani, nous allons éteindre les étoiles dans le ciel. Et du coup, on est resté vide. C'est-à-dire que la laïcité est devenue un endroit vide, sans spiritualité, un endroit pauvre, où l'islam s'est engouffré parce qu'il était une nouvelle spiritualité. La déchristianisation de la République par la franc-maçonnerie, on en parlera tout à l'heure. J'ai été reçu le 25 mars 1939 à Panty, à la loge La Jérusalem des vallées égyptiennes, où le grand maître Chevillon présidait. Ce fut lui qui était mon parrain d'ailleurs. Et il s'est trouvé que la guerre est intervenue peu de temps après. J'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer de hauts dignitaires du Memphis Mizraïm et également de hauts dignitaires membres du rite écossais ou du rite écossais rectifié, qui étaient hauts dignitaires eux-mêmes de Memphis Mizraïm. Comme apprenti, je n'avais pas été publié au journal officiel. J'étais inconnu des services de répression des sociétés secrètes organisées par Vichy. Alors, on m'a chargé de maintenir Memphis Mizraïm. On m'a facilité par une accélération absolument indiscutable l'accès au grade. Il faut se dire que 5 ans après mon grade d'apprenti, j'étais 95e, substitut grand maître, c'est une carrière absolument hallucinante, bon. Et ça m'a passionné. J'ai réussi à rassembler tout de suite un certain nombre de frères appartenant à Memphis Mizraïm, au Grand Orient et au rite écossais. Nous avons tout d'abord fonctionné en loge absolument inconnue, non installée, Alexandrie d'Égypte, et on se réunissait sous le vocable de l'ordre kabbalistique de la Roche-Croix, de Stanislas de Guetta, qui n'avait pas été dissous. Et puis le courage et l'imprudence vient avec la réussite. On a décidé de nous transformer en loge régulière. On a d'abord constitué un triangle, puis une loge juste, puis une loge parfaite. Et on a fonctionné avec les décors, tous les symboles, chez moi, où j'habitais, dans le 13e, et à la Libération, étant donné que nous étions une des très rares, peut-être même l'unique loge, ayant fonctionné avec rituel et décor pendant l'occupation, Michel Duménil de Gramont, qui était grand maître de la Grande Loge de France, membre du Suprême Conseil du rite écossais, est venu présider notre première tenue hors la clandestinité. Ça a été pour nous comment dirais-je, une immense joie de voir que les risques avaient payé. Tout à fait.
et par une certaine conception extrême de la laïcité, a provoqué le vide et a permis à l'islam de s'engouffrer là-dedans. Alors que Napoléon, il est complètement hors norme. C'est un génie. Les autres sont des gens intelligents. Ça n'a rien à voir. Dernière question, et il nous reste 2 minutes, je pense. Oui, je vous en prie. Est-ce que c'est le père de la laïcité moderne, Éric Zemmour? Ah non. Ah non. Entre les deux. En arrivant au Caire, la mission d'Égypte que dirigeait Bonaparte était composée de maçons du Grand Orient de France ou d'autres obédiences, des petites obédiences initiatiques. Ils ont constitué une loge sauvage qui s'appelait Isis. Bonaparte y a été reçu, apprenti compagnon maître en très peu de jours, probablement, comme c'était l'usage encore à l'époque. La loge était présidée comme vénérable par Kléber. Et par la suite, lors de leur retour en France, ce n'est qu'en 1822, après la chute de l'Aigle, que le mouvement bonapartiste s'est structuré et qu'ils ont jugé bon de créer le rite de Memphis en souvenir des origines initiatiques qu'ils avaient recueillies là-bas. Car eux aussi ont été en contact avec le même milieu copte en question. Et y avait-il les mêmes... Les réactions de nos présidents sont d'ailleurs à l'image des livres d'histoire d'où ont été expurgés les hauts faits d'armes du petit caporal. On s'intéresse au code civil, au préfet, à la Banque de France, sans comprendre que Napoléon n'aurait rien légué de tout cela à la postérité s'il n'avait pas d'abord conquis sa légitimité glorieuse sur les champs de bataille. Mais Napoléon incarne le guerrier, la patrie et l'État. Tout ce que nos bien-pensants vomissent. Il ne voit pas que l'empereur est la quintessence de cette modernité dont il se réclame. Napoléon est l'homme de la volonté, qui forge seul son destin, tandis que les hommes de la tradition, même les plus grands rois, se mettaient entre les mains de Dieu. Le petit Corse, parlant mal le français mais devenant empereur d'Occident, est le modèle suprême de tous les émigrés qui réussissent, tous les self-made men, tous les Bill Gates et Steve Jobs que la machine hollywoodienne a survendus au gogo que nous sommes devenus. Victor Hugo, lui, l'avait parfaitement compris, qui montre dans ses vers sublimes que Dieu lui-même est jaloux du grand Napoléon. Et les étrangers ne s'y trompent pas non plus, qui adulent le héros. Les Américains, comme les Russes ou les Chinois, même les Anglais reconnaissent son génie. Seules les élites françaises le mésestiment et le rejettent, comme s'il leur faisait honte, comme s'ils étaient tellement habitués à leur si confortable petitesse qu'elles ne pouvaient plus saisir la dernière trace de notre grandeur enfouie. Éric Zemmour, et donc, on a l'obligation d'agir maintenant. J'ai proposé cette maison commune, y compris, vous l'évoquez, à François Asselineau, que j'ai rencontré encore récemment. On s'entend bien, c'est très bien. C'était bien parce qu'il y a un an, on ne se parlait pas. Et c'était même pire que ça. En ce moment, oui, parce qu'au sein de son parti, ça avait l'air un peu ça animé. allait très bien, et on discute, mais je discute avec toute la mouvance. Ça avait l'air mouvementé au sein de son parti. Oui, mais ça, c'est pas mon problème à moi. C'est à chacun de régler ses problèmes. Chacun, à un moment dans la vie, a des problèmes. Il faut savoir les affronter. Faut qu'elle soit un peu unie aussi. Et les régler. Oui, oui. Mais la maison commune, c'est pas pour nier nos différences, c'est pas pour nous fusionner. C'est une sorte de confédération la maison où commune, chacun garde sa liberté. Vous quittez le RN, chez Asselineau, c'est beaucoup mais parce plus que petit, le RN, c'est l'adversaire. Il n'y a pas une union formidable. Moi, je suis pas là pour faire le jeu de l'opposition contrôlée, de l'adversaire choisi par Macron et l'oligarchie. Gilbert Collard récemment faisait part de quelques petites tensions. Oui, mais moi je suis pas là pour rentrer d'abord dans ces politiques aériennes. La maison, les affronter, qu'elle soit un peu unie aussi. Et les régler. Oui, oui. Moi je suis pas là pour faire le jeu de l'opposition contrôlée. Après, comme on le dit, il y a autant de guillotineurs que de guillotinés. Il y a 1000 loges au Royaume de France en 1788, il en reste 15 en 93. Et les montagnards reprochent aux maçons la collaboration de classe. Comment vous parlez aux nobles et aux gens du clergé, c'est pas bien. Et donc voilà, il faudra de très nombreuses années pour que Bonaparte décide qu'il lui faut une maçonnerie impériale comme il y en avait une en Grande-Bretagne, parce qu'il lit la Gazette de Londres tous les jours et qu'il dit je veux la même chose. Et c'est lui qui va recréer cette maçonnerie d'État, qui va succéder à la maçonnerie pré-démocratique, mais qui n'est pas une maçonnerie révolutionnaire. Les maçons sont très divisés. Mais ce que j'ai compris là en discutant avec vous, c'est que vous apportez des remèdes, parce que vous parlez de diagnostic vous-même et de médecine, vous apportez des remèdes techniques et avec lesquels je suis d'accord, à des mots philosophiques que vous avez vous-même créés. En tout cas, la franc-maçon, exactement. En partie, j'allais d'ailleurs venir au fait de les assumer. Et ça c'est un vrai problème. La reconnaissance du droit des femmes ne pose pas de problème au Grand Orient, il n'y a pas de débat. La reconnaissance du droit de mourir dans la dignité, qui est effectivement le mot
pour euthanasie, mais une euthanasie dans des conditions volontaires. Vous m'excuserez de dire que c'est pas tuer les vieux parce qu'ils sont vieux. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a toujours la dérive. Mais... Il y a toujours le risque. Voilà. Et ce risque existe, mais il existe dans toute action politique quelque chose. Et là où vous avez raison, et je crois que c'est probablement le sujet qui est le plus important, c'est la désidéologisation totale de la politique en France. C'est le fait qu'il n'y a plus que des animateurs, des gens qui font des variétés, et que le cœur du politique n'est plus là et qu'on n'assume plus rien. Nous, on assume, oui, la reconnaissance des droits des homosexuels, parce qu'avant l'Église catholique, ça existait, et qu'aux dernières nouvelles, l'Empire grec ne s'est pas effondré parce que Alexandre l'était, et que ce sujet est pour nous un non-sujet. En fait, notre problème n'a pas été le combat contre l'Église, ça a été notre disparition du champ des idées. Si vous me permettez ce point de vue d'autocritique. Non, parce que vous n'avez pas disparu, et malheureusement, de mon point de vue, par exemple, vous avez continué à produire du contenu, comme vous dites, sur le mariage homosexuel, la PMA, la GPA, la fameuse mourir dans la dignité, qui n'est que l'habillage de l'euthanasie. Tout ça, en alliance avec les lobbies homosexuels, féministes et compagnie, c'est la franc-maçonnerie qui a continué son entreprise de désagrégation de la société et de neutralisation de plus en plus grande de toute morale collective. Donc vous voyez, ça continue. Et par ailleurs, comme là où vous avez raison, si vous voulez, comme vous étiez en plus occupé à des conflits internes, on a surtout vu, et pour le grand public, la franc-maçonnerie, c'est surtout ça, le mauvais côté, c'est-à-dire l'affairisme, les magouilles, l'entre-soi, je te recrute, je te paye, les combines au tribunal de commerce, etc. Pour les gens, la franc-maçonnerie, c'est devenu que ça. C'est une vision d'ailleurs partielle et partiale, mais qui a sa vérité aussi, et qui a son fondement. Donc je pense que vous dites, notre problème, c'est qu'on s'est battus les uns contre les autres. Je veux bien le croire. Mais ce n'est pas incompatible avec le fait que je pense que le trend était trop puissant et qu'il fallait continuer à taper sur le catholicisme, quitte à mettre le loup islamique dans la bergerie laïque, quel qu'en soit le prix, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas fini de le payer. Est-ce qu'on peut dire que tous les présidents qui se sont succédés en France sont toujours assez solidement entourés de maçons? Ils ne sont pas maçons eux-mêmes. Écoutez, j'étais celui qui, alors que Grand Maître a renoué avec, n'a pas renoué puisque la tradition n'existait pas, a créé la visite que faisait annuellement le Grand Maître au président de la République. Et je dois dire que c'est grâce à Lucien Neuwirth, que nous avons vu tout à l'heure d'ailleurs, que j'ai, lorsque le président Pompidou était à la tête de l'État, amorcé la première visite pour que la franc-maçonnerie soit comprise comme un instrument au sein de la société qui fabriquait, comment dirais-je, qui essayait de lui donner un sens, et que l'État devait compter avec la présence des francs-maçons. D'accord. Alors, vous avez cité l'abbé Beruel qui était complètement antimaçonnique. Alors moi, la source que j'avais, justement, je vais vous faire réagir si vous voulez bien. Donc il s'agit d'un débat qui eut lieu sur ce sujet à la Chambre des députés en 1904 en France. Donc le marquis Rosambeau, après avoir exposé quelques faits destinés à prouver que la franc-maçonnerie était l'auteur de la Révolution française, déclara « Nous sommes donc parfaitement d'accord sur ce point que la franc-maçonnerie a été le seul auteur de la Révolution. Et les applaudissements que je recueille de la gauche et auxquels je suis peu habitué prouvent, messieurs, que vous reconnaissez avec moi qu'elle a fait la Révolution française. » J'ajouterai également à cette déclaration, monsieur Jumel, un franc-maçon notoire du Grand Orient, répondit « Nous faisons plus que le reconnaître, nous le proclamons. » Donc c'est tiré du Convent du Grand Orient de 1923. Et donc en 1923, lors d'un grand banquet auquel assistaient des personnalités éminentes des affaires internationales et dont quelques-unes étaient liées à la Société des Nations, le président du Grand Orient leva ce toast: à la République française, fille de la franc-maçonnerie française, à la République universelle de demain, fille de la franc-maçonnerie universelle. Il y a une différence fondamentale entre faire la Révolution et faire la République. Parce que la République, ça, c'est une production maçonnique conceptuellement. C'est-à-dire que quand vous lisez d'ailleurs les textes de la première Constitution, ils sont enrobés, fournis de symboles maçonniques nombreux. Vous regardez le journal des débats ou les premiers morceaux du journal officiel, c'est une représentation, c'est un tableau de loge, quoi.
Pour ce qui est de la Révolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, les francs-maçons, à force de se faire montrer du doigt sur le thème qu'ils avaient fait la Révolution, ils ont dit si vous nous le dites, c'est que ça doit être vrai. Et donc, bien sûr, et pourquoi pas, et d'ailleurs on est enrobé en général d'une foultitude de pseudo-supposés francs-maçons, et grosso modo, tous les grands inventeurs, tous les grands résistants, tous les grands penseurs ont dû être francs-maçons. Alors nous sommes très flattés, d'ailleurs pendant très longtemps surtout on ne disait rien, parce que on ne prête qu'aux riches après tout, mais dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc autant pour la République c'est relativement vrai, parce que la franc-maçonnerie a été la boîte à outils de la République, à beaucoup de points de vue, elle a été la boîte à outils de l'Empire aussi. Est-ce que c'est vrai jusqu'à aujourd'hui Alors moins parce que d'abord la loge c'était l'endroit où on pouvait discuter de ce qui était tabou et interdit ailleurs. Vous pouvez le constater en regardant sur Internet, il n'y a plus grand-chose de tabou et d'interdit. Donc vous avez des tas de lieux aujourd'hui de transmission du savoir, de débat, pour le meilleur et pour le pire, qui existent. Mais aujourd'hui, c'est le lieu du débat où on ne s'interrompt pas. C'est-à-dire que, par exemple, dans une loge, personne ne fait un concours d'interruption et de brouhaha comme un soi-disant débat à la télé. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est l'inverse de la télé. C'est l'inverse de la télé, oui, mais du coup... Alors que la télé, Internet, les réseaux sociaux auraient dû tuer l'espace maçonnique parce qu'il n'avait plus de raison d'être, il n'avait existé que parce qu'il était le lieu de la liberté contre le tabou, en fait, il l'a renforcé parce que c'est le lieu de la liberté contre l'interruption, le brouhaha, et j'arrive pas à finir une phrase, ce qui est le charme, non pas de l'information à la télé, mais du spectacle télé, parce que la télé est un spectacle. Est-ce que la philosophie progressiste des Lumières, elle est la religion de la République? Oui, je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient était l'église de la République. Je ne savais pas que j'allais faire plaisir à Éric Zemmour, mais quand j'ai écrit ça, mais je l'ai dit, oui, c'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République, parce qu'il y avait une spiritualité laïque, parce que justement, les fondateurs de ma maison, de nos maisons, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous le savez, ont toujours considéré que la République ne pouvait pas vivre sans spiritualité, ce qu'on appelait les républicains atypiques. Tout à fait d'accord. Mais Rousseau déjà l'explique. Oui. Mais alors justement, je peux finir, j'ai encore le temps. C'est amusant, je pense que vous savez, en reprenant l'Église de la République pour désigner la franc-maçonnerie, vous reprenez une vieille expression de Charles Maurras qui, dans sa bouche, n'était pas vraiment élogieuse. Non. Et parce que justement, il voulait parler de l'affairisme et tout ça, mais il voulait aussi parler de l'inspiration politique et surtout des persécutions contre les catholiques. Parce qu'il faut quand même dire que les francs-maçons ont été à l'origine d'une persécution des catholiques par la Troisième République, les inventaires, les expulsions de congrégations, les fiches du général André. Nous n'en avons tué aucun. Non, enfin, vous les avez persécutés. Non, mais c'est important de mais c'est vrai, vous les avez chassés de France, c'est pas rien, beaucoup. Oui. Vous avez discriminé les gens, par exemple, à l'armée, etc., quand ils étaient catholiques. Vous connaissez le mot très drôle. Ça n'était pas quand ils étaient catholiques. Si, quand ils allaient à la messe. Non, la quasi-totalité des francs-maçons étaient catholiques. Oui, mais, mais bien sûr. Mais vous connaissez le mot du maréchal Pétain à qui on demande de désigner les officiers qui vont à la messe. Et il dit je suis à la messe toujours au premier rang, donc je ne vois personne. Lui qui n'allait jamais à la messe et qui était un incroyant féroce et un libertin incroyable. L'universalisme de la franc-maçonnerie est hérité directement de l'universalisme catholique. C'est l'universalisme français et l'universalisme catholique. La fameuse phrase de Saint Paul, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de... Vous savez sur quoi les francs-maçons ouvrent leurs travaux? Même les laïcs. Historiquement, l'évangile de Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? Parce que c'est le seul non synoptique. C'est ni Marc, ni Matthieu, ni Luc. Ça raconte une autre histoire. Et il se trouve que la création du livre principal des francs-maçons, c'est le livre des rois, où on parle de la construction du temple. Quand on parle de l'universalisme français, il faut parler qui sort de l'universalisme catholique. Il ne faut jamais cesser de le dire. Et le franc-maçon... chrétien, en tout cas. Même judéo-chrétien, parce qu'on a les deux catholique. livres. Non, catholique. On a les deux livres. Non, parce que... Chez les francs-maçons. Oui, vous avez raison, mais les juifs sont d'abord une religion et un peuple. Et c'est certains juifs qui sortent de cette contradiction permanente par l'universalisme catholique. Donc, non, je pense que... Et c'est la France qui reprend ce flambeau-là. D'ailleurs, le meilleur moment quand on discute avec un ultra-catholique en lui rappelant que Jésus était juif. Oui, qui il y avait... comment il s'appelait d'abord? Il y a eu Boucher. Le général, c'était Chabot. Le secrétaire, c'était Gestin. Ouais. L'orateur, je ne me rappelle plus. Il y avait ensuite un
juif russe, ancien membre... Novoselov, Vladimir Novoselov. Il y avait, qui l'ont encore? Il y avait Amadou. Hein? Amadou. Ah oui, mais Robert Amadou, il y a été reçu. Nous avons d'abord fondé un triangle, tu comprends? Oui, oui, oui. Puis ensuite, le Juste. Et alors, le Juste s'est agrandi. Oui. À la Libération et à Sénat, où on voit la fraternité maçonnique. J'avais dit, j'ai été devenu grand ami de l'Hyménide de Gramont. Parce que quand j'avais perquisitionné chez... Comment il s'appelait le pontife qui était ministre de la Culture de Pétain, enfin peu importe, je lui avais porté des dossiers que j'avais saisis chez lui. Et j'étais devenu un grand ami de l'Hyménide de Gramont. Et je leur avais dit, à Alexandre d'Égypte, je vous ferai rentrer à la Grande Loge de France. À la Grande Loge de France, à la Libération, on avait, avant même d'être reçu et affilié, on avait un temple qui nous était réservé, on était des personnages, hein, des maçons clandestins, il y a cette qui sont les plus modernes. Tout le drame de l'islam, c'est de ne pas avoir d'église. Voilà. Et d'ailleurs, le judaïsme avait le même drame. Oui. Et c'est pour ça que Napoléon invente une église. On est d'accord. Oui, mais à qui il dit ça et discrétion. Alors, j'aime bien parce que... C'est Napoléon qui a sauvé la Révolution. Des gens comme Mélenchon admirent la Révolution, ne jurent que par la Révolution et détestent Napoléon. Et il ne comprend rien parce qu'il ne comprend pas que s'il n'y avait pas eu Bonaparte, il y aurait eu beaucoup plus vite la défaite des armées, il y aurait eu beaucoup plus vite la restauration monarchique et on ne parlerait plus de la Révolution. Mais ça, j'arrive pas à expliquer ça aux gens de gauche. Et j'aurais une petite question bonus, après vous êtes libre de ne pas y répondre. Bien sûr. Donc est-ce que vous avez fait un petit peu votre arbre généalogique? Est-ce que vous êtes de la même famille que Hamcher Mayer Rothschild, puisque le nom était Bauer également? Et non, malheureusement, autrement ma situation aurait été meilleure, j'aurais ma propre maison d'édition, entre autres choses. Et non, j'ai une vague relation avec Otto, l'austro-marxiste, même s'il y a des choses très intéressantes, mais je suis pas sûr de partager l'intégralité de sa production intellectuelle. Et donc c'est un très très vague cousinage, et j'ai pas réussi à me reconnecter avec les Rothschild. Mais si vous trouvez quelque chose qui peut améliorer mes fins de mois, je suis preneur. Voilà. Donc pour qu'on sache de quoi nous parlons, puisque Monsieur nous préconise à tout va Napoléon, ben il faut qu'on puisse comprendre quel était cet homme. Alors, on va parler le comportement sexuel de Napoléon, d'accord? Il y a ici le mariage de Joséphine et de Bonaparte, ok? Qui était Joséphine, le comportement sexuel de Napoléon. Les anomalies sexuelles chez Napoléon ont été fort discutées. On l'a soupçonné de sadisme sexuel, porté aux accès de violence. Il est possible qu'il s'y soit livré dans l'alcôve. Déjà garçonné plutôt que de son prénom Nabulion, on se servait du nom de Rabulion, le querelleur, pour l'appeler. Élève à l'école militaire, il démolissait à coups de pied un confessionnal parce qu'un prêtre lui avait dit du mal des Corses. Plus tard, lors de vives contrariétés, ses crises de violence furent innombrables sous forme de coups de cravache, de pieds ou de gifles, même à des officiers. D'une façon plus anodine, il se prenait à piétiner rageusement son chapeau jeté à terre. Avec Joséphine, il s'était laissé aller à lui déchirer des robes et la pincer ou l'empoigner à la faire pleurer. Il mit une fois le poing sous le nez de Marie-Louise. Une nuit, convulsivement, il serra les seins de Mademoiselle Georges. Elle dut appeler à l'aide pour se dégager. À Sainte-Hélène, l'empereur confiait l'histoire que lui avait raconté le tsar d'un grand-duc qui avait étranglé sa maîtresse tout en collant ses lèvres contre les siennes pour qu'elle ne crie pas. Cette complaisance à raconter ce crime chez Napoléon pouvait témoigner chez lui d'un écho morbide. Une forme mineure de sadisme masculin est le sentiment de souiller autrui par l'éjaculation, l'urination ou même des matières fécales. Selon le pamphlétaire Goldsmith, qui souvent ne s'est borné qu'à grossir les faits, Bonaparte, au siège de Toulon, avait retiré les hosties d'un ciboire pour le remplir de ses excréments. Une tendance à la pédophilie ou aux amours sexuels des très jeunes s'est manifestée chez Napoléon. Georgina n'avait que 15 ans. Stéphanie de Beauharnais, âgée de 17 ans, en paraissait beaucoup moins. À Berlin,
Il mettait dans sa couche une autre gamine d'une quinzaine d'années que sa mère attendait à proximité et amenait par Constant, bien informé de ses goûts. Le penchant pour les filles très jeunes était fort répandu à l'époque. Il s'apparentait d'autant plus à la pédophilie que la puberté était plus tardive de 2 ou de 3 ans. La fille d'alors de 15 ans pour l'état civil était biologiquement celle de 12 à 13 ans d'aujourd'hui. Ses règles n'étaient pas survenues et son aspect physique était encore celui d'une fillette. Il est vraisemblable que cette pédophilie masculine s'est répercutée sur le code Napoléon. Il n'a indiqué aucun âge minimum pour les rapports sexuels. Une loi de 1832 l'a fixé à 11 ans. Une autre de 1863 à 13 ans. En 1945, on l'éleva à 15 ans. À mesure que la puberté devenait précoce, la loi le situait de plus en plus tard, à contre-courant de la biologie. L'inceste, sans être une anomalie physiologique, en est une, socialement, en l'état des mœurs. Une forme bénigne pour le mâle est le rapport paternel avec une fille adoptive. Napoléon essaya de le consommer. Il raffolait d'une nièce espiègle de Joséphine, Stéphanie de Beauharnais, et l'adopta dans les formes. Il se livra sur elle à des entreprises en privé, qu'elle avoua à Joséphine. On s'empressa alors de la marier au prince de Bade, d'une obésité précoce, dont Stéphanie ne s'accommoda pas. Elle lui fit passer ses nuits nuptiales dans un fauteuil. L'empereur, toujours épris, ne désespérait pas de posséder Stéphanie. Il l'encouragea quelque temps à se refuser à son mari, mais elle ne persévéra pas, et l'inceste, s'il fut désiré, ne fut pas effectif. Il est fort possible par contre qu'il l'ait été avec Hortense, fille de Joséphine, et ainsi par alliance de Napoléon. Elle s'était mariée à 17 ans avec Louis Bonaparte. Immédiatement enceinte, à sa lune de miel, de nombreux bruits coururent que le premier consul avait été l'auteur de sa grossesse et qu'il avait voulu le faire endosser par son frère en lui mettant Hortense dans les bras. Elle s'arrangea, selon ses mémoires, pour faire dire à son accoucheur Baudeloc, le plus expérimenté d'alors, que les enfantements prématurés de 2 ou 3 semaines étaient extrêmement fréquents. Elle s'empressa de l'annoncer joyeusement à son mari, comme si elle prévoyait déjà accoucher anormalement tôt par rapport à son mariage. La fureur de Louis d'apprendre sa femme enceinte de suite et son éloignement d'elle très peu après sont insolites, comme le furent aussi les attentions excessives de Napoléon pour le garçon qu'il naquit ensuite. Il en aurait fait son héritier si son frère ne s'y était pas opposé farouchement. Ce garçon, selon Constant, devait ressembler à l'empereur bien davantage que le roi de Rome. La manière presque clandestine, contrairement aux usages dont fut déclarée sa naissance, laisse croire, selon P. de Lacretelle, que sa date officielle avait été arrangée. L'inceste de Napoléon avec Hortense aurait contribué à faire monter son mari sur le trône de Hollande, ce qui fut déplorable pour l'Empire, et il aurait aussi retardé le divorce de Joséphine. Lorsque le garçon d'Hortense mourut, l'empereur ne reporta pas son projet d'adoption sur le deuxième fils d'Hortense, comme s'il lui avait été bien moins proche et ainsi parfaitement indifférent. Napoléon à plusieurs reprises a été accusé par Joséphine d'avoir eu des relations incestueuses avec ses sœurs. Aucune d'entre elles ne fut un modèle de vertu, bien qu'on les ait probablement calomniées en leur attribuant encore gamines des aventures galantes à Marseille. Pour Caroline, en dehors des accusations de Joséphine, sa liberté de propos au sujet des particularités sexuelles de Murat était telle avec Napoléon que l'on pouvait se demander jusqu'où était allée leur intimité. Sur Pauline et Napoléon, l'on est bien mieux fixé. Je suis au mieux avec mon frère. Il a couché 2 fois avec moi, confiait-elle. Vous aimez les incestueux apparemment. Confiait-elle à son ancien amant de Sénonville après le 18 Brumaire. Au début de l'Empire, suivant un ami de Volney, Joséphine un jour accourut voir celui-ci qui habitait au Louvre pour s'écrier en sanglots « L'empereur est un misérable, je l'ai surpris dans les bras de Pauline. » L'impératrice s'en alla ainsi ensuite brusquement. À l'île d'Elbe, où Pauline avait rejoint Napoléon, il est douteux que leur pratique incestueuse ait été possible. Trop de gens en espace clos les surveillaient, mais le directeur des mines, Ponce, fut surpris de les voir s'embrasser sur la bouche. Fouché, lorsqu'il a affirmé l'inceste entre eux, a employé pour décrire les charmes de Pauline les mêmes termes que Napoléon avec las cases, ce qui laisse penser que l'empereur se laissa aller aux confidences avec son ministre de la police. C'est surtout l'état des idées et des mœurs dans la famille Bonaparte qui a accrédité la possibilité de l'inceste. Caroline en avait été accusée déjà avec Joseph lorsqu'elle vivait chez lui. Napoléon, qui se croyait au-dessus des lois et de la morale, n'avait de plus aucun préjugé suivant Frédéric Masson. Il confia à Sainte-Hélène « Qui m'empêche de baiser ma sœur ?»« Ah, monsieur Zemmour. »« Qui m'empêche de baiser ma sœur ?»« Pauline,
pour mieux persuader Christine de Matisse d'être la maîtresse de son frère, lui affirmait « Si Napoléon disait « Je le veux », je lui répondrais « Je suis aux ordres de sa majesté ». Caroline et Pauline ont d'ailleurs pratiqué une manière d'inceste imaginaire avec Napoléon en lui procurant de nombreuses créatures pour son lit, comme si elle-même avait allé y entrer. Lui-même leur manifestait une vive jalousie en éloignant leurs amants. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a de quoi vomir. Mais, quand on nous relate Napoléon, et que vous, monsieur Zemmour, vous passez votre temps à nous relater Napoléon, on se rend compte que c'était un pervers sexuel. J'ai oublié de vous dire, parce que j'ai pas eu le temps de vous lire le passage, quoique je l'ai lu précédemment, bien avant de faire cette vidéo. Il avait des rapports homosexuels. C'était un homosexuel et un incestueux aussi. Donc tout open bar. Et c'est ça que vous nous préconisez, sans compter son sadisme, son manque de, de compassion, qu'il aimait voir le sang, que tout le monde soit décimé. D'accord? Ça, j'épargne les gens. Si vous voulez lire, y a de quoi lire sur le personnage. Mais je crois pas qu'on voie trop ce genre de livres, puisque ce sont des anciens. La vie sexuelle de Napoléon et Joséphine, du docteur Georges Valençin, de 60 éditions Table Ronde. Et il y a des choses qui sont connues et qui sont cachées sciemment pour ceux qui lisent la littérature. Il y en a beaucoup qui le savent. Et donc, quand vous nous prenez, monsieur Zemmour, Napoléon à tout va pour un oui, pour un non, vous omettez aussi une certaine partie de l'histoire. Vous faites votre shopping. Donc, avant de venir nous donner des conseils, commencez déjà à regarder bien ce que vous nous préconisez, à regarder quelles idées et quelle idéologie vous cherchez à installer en France. D'accord? Et pour votre gouverne, Éric, c'est un nom nordique à la base qui n'a rien à voir avec la tradition française. Et donc, comme l'histoire continue de s'écrire et qu'elle se continue de s'écrire encore actuellement, et de nos jours, nous sommes en train de l'écrire, eh ben, il n'y a aucune raison que demain, il y ait beaucoup de Radia, de jeunes femmes, de jeunes filles qui s'appellent Radia en France. Bonne journée à vous tous. France, qu'es-tu devenue? France, ton âme est corrompue. Tu donnes l'asile et nos grands écrans à des pédocriminels ayant fui la justice quand tu le refuses. À des géants qui alertent sur les traîtres et leurs complices. Tu préfères t'obstiner à défendre des idées, répétant que l'union fait la force, que dans la simple réalité tu es divisé jusqu'à la Corse. La France colonie américanisée ne voit plus que l'écho et la compétition. Même quand un pont vient à s'effondrer, elle se persuade que non, la faute est au camion. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. France, qu'es-tu devenu? France, ton âme est corrompue. Des milliardaires déguisés en médias te vendent Bonaparte sur un air de Black Sabbath. Et même si tu pleures au jaune, ton sang lui reste rouge. Tes lumières sont éteintes, ta culture s'évanouit, ta vie n'est plus un art. Même si sur tes ronds-points on survit, mais tu sais aussi que dans un coin du maquis, un noyau de résistance ne compte pas te laisser prendre. De l'Angola de Gaulle, ta dignité n'est pas à vendre. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter.
marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter.